Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart, médiateurs et coachs de couple. Et donc ensemble, nous accompagnons les couples en difficulté, que ce soit les couples qui veulent remettre une dynamique positive dans leur vie de couple, ou alors les couples qui décident de se séparer et qui veulent justement pouvoir le faire sans se déchirer. Alors c'est sûr que quand on s'engage, je dirais, dans l'aventure du couple, bien sûr qu'on ne pense pas évidemment à la séparation. Et que le jour où on décide de se marier ou de fonder une famille, eh bien on a en tête que on va pouvoir vieillir heureux, ensemble, complices avec nos enfants, nos petits-enfants, et ça évidemment avoir une vie longue et heureuse. Alors que malheureusement les statistiques sont là, et c'est vrai que de nos jours, mais qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est que 20%, c'est assez énorme, j'étais vraiment, en voyant les chiffres, 20% des couples ne franchissent pas la barre des 5 ans. Il y a 45% des couples qui finissent par un divorce ou une séparation. Donc c'est vrai que du coup, ce qu'on voyait peut-être dans nos générations, quand on pensait divorce, rupture, et moi je me souviens étant petite fille, mais dans ma classe, il y avait peut-être un enfant de parents divorcés, c'était vraiment, j'ai envie de dire, un accident de parcours. Aujourd'hui, pour nos enfants, dans leur classe, clairement, il y a un enfant sur 2 qui vit dans une famille monoparentale ou une famille recomposée. Donc c'est vraiment quelque chose en fait qui fait partie, je dirais, aujourd'hui du fait d'être en couple. Alors c'est sûr qu'on peut se dire, oui, mais c'est vrai que c'est devenu un peu banal, je dirais comme 1 sur 2 qui se séparent. Or, pour les personnes qui passent par une séparation, ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux. Vraiment, les personnes qui témoignent, et je peux aussi en témoigner, c'est vraiment une des expériences les plus difficiles à vivre. En plus, je veux dire que quand on peut avoir un sentiment de honte, si on est celui qui est quitté, de grande culpabilité, si on est celui qui met fin à la relation, parce qu'on se dit, en fait, quelque part, je ne vais pas pouvoir garantir ce couple aimant, uni, ce socle pour nos enfants, et on se sent très mal. Et donc, du coup, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on va se séparer vite, mal et très douloureusement. Et en fait, quelque part, plutôt que de nous enfermer dans ce schéma, où vraiment, qui est vraiment, qui est pas évident à vivre, si on essayait un petit peu de voir les choses différemment. Oui. Et ce qui est intéressant à cet égard, c'est que depuis 50 ans, en fait, les règles qui gouvernent nos vies amoureuses et familiales ont radicalement changé. On sait bien qu'autrefois, le mariage, c'était le socle de la cohésion sociale et économique. Et pour la société, pour fonder une famille, c'était également le lieu exclusif de la vie affective et sexuelle. Et donc, c'était carrément un passage obligatoire si on voulait fonder une famille. Et dans ce mariage, les rôles étaient extrêmement bien définis. La femme s'occupait du ménage et de l'éducation des enfants, tandis que l'homme, il était principalement chargé de ramener les revenus du ménage. Et il n'était absolument pas envisageable, tu le soulignais, de sortir en fait de cette union. Tandis que depuis quelques décennies, clairement, il y a un vent de liberté qui a soufflé sur l'union conjugale. Et aujourd'hui, on pourrait même dire que l'union entre 2 êtres, elle s'est vraiment privatisée. Alors que c'était vraiment un impératif sociétal, aujourd'hui, c'est davantage un choix strictement personnel et un choix qui peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. On peut se marier, faire, en France, on appelle ça un PACS, une cohabitation légale, une cohabitation de fait, pour un temps déterminé, avec quelqu'un de l'autre sexe ou du même sexe. Donc il y a vraiment une privatisation de l'institution conjugale, et aujourd'hui c'est devenu vraiment une question de choix et de conscience personnelle. C'est d'ailleurs ce que Irène Théry, qui est une sociologue, souligne en appelant ça en fait le démariage. Pas seulement pour souligner le fait qu'aujourd'hui on a cette liberté de choisir d'entrer ou non dans une union, quelle que soit sa forme, mais beaucoup plus encore, c'est qu'il y a un choix aujourd'hui qui est beaucoup moins stigmatisé, d'en sortir, d'y mettre fin quand à un moment cette union ne nous épanouit plus. Et donc la question qui se pose à ce stade-là, c'est de dire, mais pour finir, du coup, compte tenu de cette évolution de la notion de mariage et d'union conjugale, qu'est-ce qui fait pour finir qu'à un moment, on décide de se séparer. Alors, c'est vrai que la réponse en général, qu'on va avancer et qui fut, c'est de dire, mais évidemment, si on se sépare, c'est à cause de l'individualisme.
Oui. Hein, et on dit voilà, c'est clair, les gens sont devenus complètement égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, à leur petit bonheur personnel, à leur bien-être. Et c'est vrai qu'on peut même entendre des grands-parents qui disent mais enfin, c'est quand même dingue, ici, franchement, nous, on mordait sur notre chic. On avait le sens du devoir. On avait le sens du devoir, et en plus, vous pouvez choisir, c'est quand même incroyable. Et donc, se dit, mais vraiment, les gens ne font plus aucun effort, hein, qu'on succombe à la moindre tentation. Dès qu'il y a une difficulté, on quitte le navire. Et donc, voilà, donc c'est ce fameux individualisme. Or, les sociologues, et notamment la sociologue que tu citais, disent, mais en fait, non, ce qui met en fait les couples en crise, ce n'est pas l'individualisme, mais en fait, c'est quoi? C'est l'égalité des sexes. Oui, c'est l'égalité des sexes qui est advenue après mai 68. Et en fait, c'est pas simplement la constatation ou l'avènement de plus de droits, plus d'opportunités pour les femmes, mais c'est vraiment une notion qui a complètement rebattu les cartes en fait de notre société, et en particulier évidemment des modes relationnels et de la façon d'être en couple, puisqu'aujourd'hui on n'est plus en couple comme on l'était avant, dans une logique complémentaire et hiérarchisée en fait. C'est ce que souligne Irène Théry quand elle dit en fait avec l'avènement de l'égalité des sexes, les femmes deviennent vraiment les interlocutrices des hommes. On passe de l'idéal d'un couple fusionnel sous l'autorité du mari à l'idée que l'idéal du couple égalitaire, c'est quoi? C'est un duo dans lequel en fait chacun des membres a de l'oreille pour la voix de l'autre. On est vraiment à égalité. Absolument, tout à fait. Et donc du coup, comme le dit très bien Yves, le changement majeur en fait qui a été engendré par cette égalité des sexes, c'est quoi? C'est que on est passé à ce qu'on appelle un couple qui est un couple conversation. Oui. Et donc, et c'est vrai que bon voilà, dans les couples d'avant, en fait, on était sûr de la pérennité de son couple puisque de toute façon on pouvait pas en sortir. Ouais. Mais ici, aujourd'hui, les couples sont soumis à l'enjeu de la communication. C'est-à-dire qu'on va devoir apprendre à pouvoir exprimer ses besoins, exprimer ce qui est important pour soi, mais aussi pouvoir avoir une oreille pour ce qui est important pour l'autre, et pouvoir écouter ses besoins, de dire en faux, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre dans ce couple, quelle est ma vision, mais aussi pouvoir tenir compte de la vision de l'autre. Donc ça veut dire qu'on va devoir à un moment se parler, négocier, écouter. On va surtout aussi, il va y avoir des différends, donc comment on va pouvoir à un moment gérer ces différends, comment on va pouvoir se disputer de manière constructive, avant que finalement on arrive dans des conflits insolubles. Et donc c'est vraiment quelque part le dialogue qui va vraiment être super important, et c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile. Non, c'est loin d'être évident. Et on constate, nous, dans nos consultations, 9 couples sur 10, ils ont à la bouche ce terme de communication. En disant on n'arrive plus à communiquer, on communique mal, etc. Alors, on peut se dire, oui, la communication, un bon dos, c'est vrai que c'est un terme générique. Après, on creuse pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais c'est sûr que c'est vraiment un renvoi immédiat de ce couple conversation, qui est tout un apprendissage et qui ne va pas de soi. Et c'est vrai que c'est une conception du couple qui est relativement récente. Et donc, bien communiquer dans le couple, alors qu'avant, c'était somme toute tout à fait secondaire, c'est devenu un enjeu absolument principal du couple, et donc une des difficultés majeures que les couples traversent. À cela s'ajoute en plus la difficulté... C'est intéressant chez ce deuxième. Oui, parce que c'est assez neuf ça aussi. Vous savez, dans le passé, le couple et la famille étaient perçus comme un grand ensemble, d'une certaine façon. On ne faisait pas trop la distinction. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'égalité des couples, des sexes, avec l'avènement de ce couple conversation, on distingue en fait deux sous-ensembles dans cette famille, si vous voulez. Il y a l'ensemble formé par le couple, et puis il y a l'ensemble formé par le couple avec les enfants. Et parfois, c'est quelque chose, et on le constate bien dans nos consultations aussi, qui n'est pas très conscient, en fait. Et donc, en plus, la société envoie énormément d'impératifs pour être des bons parents, des très bons parents. Ce qui fait que par moment, les couples ont de la peine à faire ce distinguo aussi, en disant il y a la partie qui relève du couple et la partie qui relève de la famille. Et l'ensemble n'est pas fusionnel, il faut bien entendu des intersections, il faut que ces deux ensembles se recoupent, mais ils n'ont pas à être fusionnés. Tout à fait. Du coup, pour les couples, c'est là que réside toute la difficulté. Oui. Évidemment, c'est comment on va faire coexister ces deux liens qui, en fait, quelque part, ont des règles complètement différentes. Tout à fait. Et donc, c'est sûr que, parce que le couple moderne, lui, il peut dissoudre son couple quand il veut, parce qu'on peut en sortir. Mais en même temps, par contre, ce lien qu'on a avec nos enfants, ça, c'est un lien qui est inconditionnel, ce lien de filiation, et que donc, on va aimer nos enfants, quoi qu'il arrive, pour la vie. Et donc, du coup, et en plus, c'est ce lien-là qui va nous apporter beaucoup de sécurité affective. Et donc, ça nous met évidemment dans une grande difficulté à se dire, mais comment on fait coexister ces deux liens, et comment on peut à un moment se séparer tout en gardant ce lien avec nos enfants.
Oui. Alors, tant que tout va bien, évidemment, tant qu'on est épanoui dans le couple, ça va. Mais à partir du moment où des tensions surgissent, où on sent cette fracture qui se passe au niveau de l'ensemble couple, eh bien, il y a cette espèce de distorsion qui devient très, très difficile à vivre et qui peut amener parfois certains à renoncer d'une certaine façon à ce couple vivant en se disant « moi, je ne me vois pas mettre en péril la famille ». Puisque mettre en péril mon couple, si je ne fais pas le distinguo entre l'ensemble couple et l'ensemble famille, c'est mettre en péril le lien indissoluble avec mes enfants. Et du coup, certains parfois renoncent et disent « Ok, ben voilà, mon couple, je le mets en mode mineur, j'ai envie de dire, pour préserver les liens avec les enfants. » Tout à fait. Et donc, du coup, on peut peut-être voir les choses autrement, en se disant, mais finalement, quand on se sépare, est-ce qu'on doit spécialement le voir comme un échec? Parce que c'est vraiment comme ça que la plupart des gens, j'ai raté mon mariage, j'ai raté mon couple. Et peut-être se dire, mais au fond, est-ce qu'on peut pas le voir comme un acte de cohérence? Et on voit bien quand on est, voilà, je veux dire que au quotidien, pour les personnes qui nous écoutent, pour nous, quand on est en couple, on se rend bien compte à quel point cette nouvelle donne, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, de pouvoir, toutes ces nouvelles règles qui sont implicites, comme c'est difficile de les faire vivre et à quel point on est confronté à des difficultés. Mais donc, du coup, donc il y a beaucoup, quelque part, de fragilité. Et en fait, souvent, on n'est pas conscient, on a l'impression que parce qu'on se met en couple et qu'on s'aime, ça va aller. Et en fait, on n'est pas toujours conscient de ces nouvelles règles. Et donc, quelque part, en être conscient, ça peut aussi nous aider, quelque part, de se dire, mais au fond, c'est vrai que ce couple conversation, il faut le faire vivre. Alors, c'est vrai que, bon, il faut dire, évidemment, et on le voit bien autour de nous, et nous, on le voit aussi avec les couples qu'on accompagne, c'est compliqué. Bien sûr qu'il y a des couples qui arrivent à surmonter ces difficultés, justement, en parlant, en se faisant aider, etc., et qui vont pouvoir perdurer dans le temps de manière, je dirais, voilà, épanouissante pour les deux personnes. Oui, et puis alors, il y a les autres couples qui, malgré tous les efforts, tous les investissements qu'ils ont mis dans leur couple pour essayer de faire fonctionner ce couple conversation, à un moment, constatent qu'ils n'y arrivent pas. Tout à fait. Et voilà, c'est humain, et c'est lié à ces nouveaux impératifs du couple. Et ceux-là, eh bien, il y en a parmi ceux-là qui font le choix de ne pas se scléroser, de ne pas renoncer quelque part à un couple vivant, de ne pas aussi imposer à leurs enfants pendant des mois, des années, des couples que je vais appeler des couples champs de bataille, si vous voulez, ou bien des couples en guerre froide, avec une communication réduite à minima. Et on peut même dire, même si ça peut paraître un peu choquant comme ça, que ces couples, ils ont le courage en fait de se séparer. Et que cet acte de séparation, bien entendu, une fois qu'ils ont vraiment mis toute une série de choses en place pour essayer de rester ensemble, c'est important aussi. On n'est pas en train de faire l'apologie ici de la séparation et du divorce, mais à partir du moment où on constate, après tous les efforts entrepris, qu'on n'y arrive pas, c'est un acte de courage, c'est un acte de cohérence que de se dire qu'il est peut-être temps de se séparer pour ne pas abandonner cette aspiration profonde à un couple épanoui, à un couple vivant. Alors, il ne s'agit pas de dire non plus ici que, comme on le soulignait, voilà, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas la bonne personne. C'est trop facile, ça. Voilà. Et passons à autre chose. On sait bien que les personnes qui sont dans ce mécanisme-là, généralement, le risque, c'est quoi? C'est de renouveler et de reproduire ce modèle à de multiples reprises. Non, il s'agit vraiment de prendre conscience à l'occasion de cette séparation de ce qui a été, bien entendu, nos forces dans ce couple, mais aussi nos faiblesses et de ce qui m'appartient. Quelles ont été mes difficultés? Qu'est-ce qui faisait de moi, qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un qui que ce soit avec qui je sois en couple, quelqu'un qui ne suis pas toujours très agréable, parce que si je ne prends pas ma part dans ce qui nous est arrivé, le risque est très grand en fait que je reproduise les mêmes comportements dans un nouveau couple. Et donc, cette séparation-là, cette séparation cohérence, cette séparation courage, c'est une séparation qui va de pair avec un réel travail personnel pour apprendre en fait de cette séparation et se donner toutes les chances. Que le prochain couple puisse être un couple davantage épanoui où je puisse me sentir et faire en sorte moi-même d'être respecté dans ce qui est important pour moi en termes de valeurs et de besoins. Tout à fait. Et donc, c'est évidemment clair que le couple conversation, tel qu'on le qualifie aujourd'hui, évidemment qu'il a envie de bien veiller ensemble. C'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est toujours notre idéal, mais plus à n'importe quel prix. Et c'est vraiment ça, c'est ça qui différencie, je pense, des générations précédentes, plus à n'importe quel prix. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, aujourd'hui, mais quand on décide de se mettre ensemble, eh bien, on sait qu'il y a un risque, en fait,
de la séparation. Et donc, plutôt que de prendre des choses pour acquis, en disant, ben voilà, à partir du moment où on se marie, c'est bon, voilà, ça va rouler. Ben non, c'est de savoir que cette séparation, ça peut être une éventualité. Et du coup, en être conscient et se dire, mais qu'est-ce que je vais mettre en place, justement, pour être sûr de faire vivre mon couple et comment je vais l'investir. Et c'est là que l'on dit, mais un couple, ça s'investit, en fait, tous les jours. Et donc, on devient alors un couple conscient, quelque part. Absolument. Et donc, vous l'avez vu, et donc, du coup, on peut se dire que, mais, à ce moment-là, que, voilà, ce couple égalitaire, mais que la séparation, qui peut être, c'est plus on ne doit pas la considérer comme un échec, mais plutôt comme une éventualité, mais en tout cas, un drive pour, quelque part, vraiment être conscient et se dire, mais qu'est-ce qu'on va investir dans notre couple? Et donc, vous avez vu, évidemment, c'est pas facile, et nous, on le voit tous les jours. Donc, si, justement, vous êtes confronté, à des difficultés de communication, à faire vivre votre couple, on a envie de vous dire, mais surtout, ne restez pas seul et contactez-nous pour une première séance sans engagement. Donc si voilà, vous avez apprécié cette vidéo, soyez gentils, likez-la, éventuellement partagez-la. Et puis n'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt.